Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici en direct de l'APL 2021 et la journée continue avec le panel autour de la question, enfin le talk, comment l'achat peut contribuer au design d'un impact positif de son entreprise. Et j'ai le plaisir d'accueillir Yasmina Belhassen, fondatrice de Maya Digital, qui va modérer ce panel. Nos intervenants seront en ligne derrière leurs écrans. Eh bien, bonne séance. Merci beaucoup Tarek. Merci à tous pour votre présence. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais ça fait plaisir de revoir les gens en présentiel, même si c'est un modèle hybride. Donc c'est bien, on progresse. Inch'Allah, on revient du vrai présentiel complet. Donc merci à tous. Sur ce panel, nous allons aborder un sujet qui peut des fois fâcher ou qui peut des fois voilà, faire plaisir. Les achats et le marketing, la communication, tout ça, ça se comprend pas très bien, ça parle de langages différents. Alors on va essayer autour de ce panel de faire parler justement ces personnes-là le même langage à travers l'invitation de plusieurs panélistes de prestige. J'ai nommé, alors si on peut me les remettre s'il vous plaît, on a Majid avec nous. Alors on a monsieur Souhami Majid qui est membre du board de la World Federation of Advertisers et qui est aussi CEO de la Global Data Bank. Voilà, c'est bien CEO, CEO de la Global Data Bank. Il est avec nous en direct du Panama. C'est génial parce que pour ce panel, on a des gens qui sont à peu près aux quatre coins du monde. Voilà. Donc Majid, il est là, il m'entend Majid? Donc Majid, bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence. Je sais qu'il est très très tôt chez vous. Il est 6 heures du matin, donc on remercie Majid d'être avec nous, nous faire l'honneur de sa présence parce que faire un panel à 6 heures du matin, faut être courageux. On a avec nous Madame Maria Ait Mohamed, fondatrice de l'agence Bonsaï et aussi présidente de l'UACC, l'Union des agences de conseil en communication. Monsieur El Hlou ne pourra pas être... Oui, bonjour Maria. Ah, il y a une voix quelque part. Bien. Oui, Bonjour Maria. c'est la mienne. Bonjour Essie. Oui, bienvenue. Ben, écoute, bienvenue. Ah, très bien. Oui, je te vois là. Bienvenue Maria. Et nous avons, Monsieur El Hlou ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, il s'excuse. Et nous aurons également avec nous Amanda. Donc Amanda qui elle aussi est avec nous depuis les États-Unis. Amanda Prochaska qui est Chief Shimmer Officer de la Global Women Procurement, l'association professionnelle des femmes dans les achats, et aussi fondatrice de Wonder Services. Voilà. Donc nous avons un très beau panel aujourd'hui pour débattre de ce sujet. Moi-même, je suis dans le marketing et la communication et le sujet m'intéresse beaucoup, messieurs. Voilà. Alors, nous allons commencer par monsieur. Alors, Majid, êtes-vous avec nous? Je ne vous vois pas. Bonjour Yasmina, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends et je vous vois. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Eh ben, merci à vous et puis merci de vous être réveillé aussitôt avec nous pour Aucun participer problème. avec nous à ce panel. Avec plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous abordons le sujet des achats, comment l'achat peut contribuer à l'impact positif de l'entreprise. Quelle est la question sous-jacente? Aujourd'hui, un impact positif relève bien sûr de l'image, de la réputation de l'entreprise, mais également de tous les leviers qui vont être déployés pour pouvoir être conforme aussi en matière de RSE. Donc la RSE aujourd'hui fait partie de l'image de l'entreprise et les achats, comment les achats peuvent contribuer comment les achats peuvent contribuer justement à cet impact positif et à cette amélioration de l'image de l'entreprise. Un premier avis, Majid, sur la question, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, on va commencer par address the elephant in the room. Dans la relation entre les achats et le marketing, il y a toujours cette tension sous-jacente qui est une tension qui est très bénéfique quand on sait la valoriser. Donc, sur la première partie, les achats sont en effet encore malheureusement trop souvent vus comme un bloqueur dans la chaîne de valeur de création du marketing. Donc, on va commencer par un concept qui est
les achats doivent se positionner en tant que facilitateurs, donc passer de ce stade de bloqueur à facilitateur. Et ensuite, les achats ont une opportunité fantastique de contribuer à la dimension éthique et durable, qui est l'objectif in fine de beaucoup d'organisations marketing. Sur la partie éthique, comme vous l'avez mentionné à juste titre, la dimension RSE est très importante et encore plus dans le contexte actuel. Beaucoup de marques ont un purpose qui est très clair, ont un objectif d'avoir un impact sur le monde, pas seulement sur leurs consommateurs. Et dans ce sens, la relation que les achats entretiennent en interne avec la fonction marketing et en externe avec les prestataires et les agences de services est très importante parce qu'elle touche tous les aspects de ce pilier sociétal. Autant bien la dimension environnementale que la dimension gender diversity. Et je suis très heureux d'être dans un panel exclusivement féminin aujourd'hui. C'est encore trop rare, malheureusement. Et aussi sur la partie inclusion. Donc, diversity, c'est pas seulement male-female diversity. Il y a énormément de dimensions au sens beaucoup plus large du terme, inclusion and diversity. Le dernier point, c'est la dimension durable. Toutes les relations marketing s'inscrivent dans le temps, toutes celles qui fonctionnent bien en fait. Et les achats ont un rôle très important de médiateur, souvent entre la fonction marketing et ses prestataires et ses agences, et notamment dans les relations en externe avec les agences, les achats ont ce rôle qui est très important de mesurer la performance des agences et des prestataires et de faire en sorte qu'elles soient pérennes dans le temps. Concrètement, alors vous avez eu la casquette achat à Majid, il me semble, et maintenant vous avez la casquette advertiser. Concrètement, est-ce que vous avez on va dire des solutions ou des suggestions pour les achats, pour justement qu'on commence à communiquer, on va dire, même langage? Alors, Puisque en vous effet, avez justement cette double expérience, donc vous avez été des deux côtés là. c'est ça, j'ai été des deux côtés de la table et même du troisième côté maintenant, qui est le côté prestataire dans mon rôle de président à Global Data Bank. Donc, j'ai la chance d'avoir un éclairage de tous les points de vue. Et la solution, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, mais je vais vous donner celle qui me semble le plus pertinente. En fait, la première chose, c'est de parler le même langage, la compréhension et la compréhension mutuelle. Je vais commencer par la partie achat et marketing. Il y a très souvent une déconnexion entre les termes qu'on utilise, les objectifs qu'on poursuit et les modes de travail en interne, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, le premier ingrédient pour moi, la recette du succès, c'est vraiment, autant que faire se peut, avoir des organisations qui se comprennent. J'ai eu la chance d'avoir des rôles côté achat, côté marketing et maintenant côté prestataire. C'est quelque chose qu'il faut penser en termes de design organisationnel. Il faut créer des parcours de carrière ou des échanges interfonctions qui permettent aux achats, dans un premier temps, de vraiment comprendre et de vivre le marketing. La réciproque est aussi vraie. Il faut permettre au marketing de comprendre les achats. Donc, dans mon expérience, j'ai créé dans des organisations beaucoup de shadowing programmes, exchanging programmes, où des acheteurs travaillaient day-to-day avec des chefs de marque et dans l'autre sens, des marketeurs venaient dans la fonction achat pour vraiment comprendre comment les achats travaillent, quels sont les objectifs, comment le succès est mesuré dans la fonction achat. Et tout ça, ça permet des échanges qui sont beaucoup plus simples par la suite. J'insiste aussi sur la partie prestataire et agence. Il faut réussir à casser les silos internes et externes. Donc, dans la mesure du possible, faire en sorte que les agences se sentent bienvenues aux achats, comprennent, fassent partie de certains modules de training, par exemple,
et dans l'autre sens, qu'on envoie plus en plus d'acheteurs marketing passer du temps à l'extérieur, chez les agences, chez les prestataires de services, pour vraiment comprendre cette industrie qui est riche en création de valeur et qui est très complexe, qu'il faut vraiment comprendre pour pouvoir manager de manière appropriée. Oui, en effet, qui est très complexe. En réalité, les agences de communication, enfin les gens qui sont dans la communication, dans le marketing, sont en effet, on va dire, pas dans la même façon ils n'ont pas une approche aussi structurée que les achats qui sont plutôt gérés par des process, par des choses très, très, on va dire, très réglementées. Majid, vous avez cité cela. Il y a, encore une fois, parce que vous avez été des deux côtés, est-ce qu'on peut concilier l'optimisation avec le marketing? Alors, je vais briser un mythe pour être un peu provoquant. Ma première réponse est non. Il y a une antagonie et une antinomie entre l'optimisation et le marketing. L'optimisation, comme vous l'avez très bien mentionné, Yasmina, c'est la recherche de récurrence, la création de process, de répétabilité afin de créer de la valeur over time. Le marketing, c'est tout l'inverse. Le marketing, c'est la liberté, c'est la création without boundaries. C'est une recherche d'idées sans aucune contrainte matérielle. Je réponds par la négative pour donner la vraie réponse, qui est bien sûr oui, on peut et on doit les réconcilier. Ces deux notions qui sont complètement différentes et le risque, c'est de les laisser complètement déconnectés parce que ça crée des frictions entre les achats et les marketing de manière assez compréhensible. Mais quand on arrive à les réconcilier, there is some magic happening. J'ai un mode de travail en fait que je résumerai en 4 éléments. Et on a échangé beaucoup avec des Chief Marketing Officers à ce sujet. C'est le concept du better, simpler, faster and cheaper. Je termine par la partie cheaper parce que c'est ce qui est intrinsèque aux achats, la recherche d'optimisation de coûts et la recherche de saving. Mais on va commencer par les concepts qui sont le plus importants pour le marketing. Better. La contribution des achats pour faire du better marketing, elle prend toute son importance parce que les achats participent autour de la table avec les décideurs marketing à la sélection d'agences et de prestataires de services. Donc, le fait de faire du better marketing, des campagnes qui vont toucher les cœurs et les esprits des consommatrices et des consommateurs, c'est tout à fait quelque chose qui est à portée de la fonction achat. Simpler, c'est là où la fonction achat apporte une rigueur au marketing qui est complètement dans son cœur de métier. Le fait de rendre les choses plus simples, de rendre des accords cadres plus transparents, la relation agence-prestataire, les échanges commerciaux codifiés d'une manière qui permette à la fonction marketing de travailler, ça m'emmène vers le 3e pilier de création de valeur, faster. Une fois qu'on a des contrats qui sont clairs, transparents, des accords cadres, des conditions commerciales qui sont agréées, des mesures de succès mises en place entre le marketing et les agences, ça permet une collaboration qui est beaucoup plus rapide. Donc, le concept du faster. Et bien sûr, cheaper. Donc, cheaper, la notion de prix, de recherche, d'optimisation des coûts. Mais j'insiste sur le fait que c'est le 4e pilier. Ce n'est pas le dernier parce que les achats ont cette fonction très importante au cœur de toutes les entreprises qui est de créer de la valeur qui peut être ensuite réinjectée dans la création de plans marketing et de plans de communication. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse qui est vraiment exhaustive, qui est claire aussi. Beaucoup d'éléments très riches dans votre réponse. Donc on retient déjà qu'il faut créer une synergie au sein même des entreprises entre le département achat, le département marketing. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est un vie-ma-vie d'un côté et de l'autre.
en incluant effectivement l'agence qui est tout à fait, qui est un partenaire en fait au quotidien de vos départements marketing, que ce soit l'agence, que ce soit le bureau d'études, peu importe. Mais en tout cas, ce fameux prestataire qui doit être inclus dans cette démarche. Personnellement, j'aime beaucoup les 4 piliers que Majid a cités, en mettant le cheaper effectivement pas en dernier, mais on va dire ce n'est pas l'élément le plus important, c'est ce qu'il faut absolument retenir parce que, comme il a dit aussi très bien, bah, le marketeur, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui a besoin de créer, de rêver. Il faudra donc trouver un processus très certainement qui va permettre dans la sélection en amont de sélectionner les meilleurs et ensuite de regarder les prix, si je résume bien un petit peu la pensée de Majid. Majid, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour cet Merci à éclairage. vous. C'était un plaisir de vous avoir. Je pense que la journée va à peine démarrer pour vous. Donc, bonne journée. J'espère qu'il fait beau Merci. aussi chez vous, Merci que vous pourrez beaucoup. profiter de la journée. Voilà. Merci beaucoup, Majid. Bon, vous restez avec nous. Bonne transition pour aller vers Maria. Maria qui est à Casa, mais qui est en distanciel avec nous. Maria, vous êtes là? Oui, toujours là. Ah bah super. Bonjour. Rebonjour Maria. Alors Maria, on va aller directement dans le vif du sujet concernant les prestataires, puisque vous êtes, on va dire, plutôt côté prestataire. Alors, Maria, fondatrice de Bonsaï et présidente de l'Union des annonceurs, présidente de l'UACC, pardon, association professionnelle, Union des agences de communication, de conseil en communication, je vais y arriver, pardon. Alors, Tout à Maria, fait. aujourd'hui, vous êtes dans la création de valeur pour les marques. Vous êtes, on va dire, celle qui représente ceux qui vont amener les marques sur le marché et qui vont faire que ces marques-là soient connues. Mais attention, il ne suffit pas d'être connu aujourd'hui, il faut être bien connu. On parle de réputation, on parle de marque responsable. C'est sur toutes les bouches cette idée de marque responsable. La RSE prend une grande importance. La RSE passe aussi beaucoup alors par les actions, mais il faut communiquer sur ces actions. Et en fait, la marque est très importante aujourd'hui et elle contribue à cet impact positif de l'entreprise. Maria, j'aimerais bien avoir votre éclairage sur ce sujet. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une belle introduction. Déjà, je salue l'intervention de Majid. Moi, je me suis retrouvée dans pas mal des suggestions qu'il a apportées, des diagnostics qu'il a dressés. Effectivement, la marque est un enjeu pour tous, que ce soit pour les collaborateurs au sein de l'entreprise ou pour leurs partenaires. Et finalement, le piège souvent, c'est de considérer qu'on ne fait pas partie de la même équipe. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme fournisseur ou prestataire externe, parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où on collabore avec un client sur sa marque, on est partie prenante, on est vraiment, on se considère comme une extension d'équipe. Et je suis très fière quand certains de mes clients me disent au bout de quelques jours que c'est comme si j'avais toujours fait partie de leur équipe et que voilà, on arrive finalement à avoir un niveau d'immersion tel qu'on fait oublier cette fameuse frontière entre agence et entreprise et partenaire. Donc la marque, c'est super important. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. J'aimerais bien commencer par cette vérité. C'est pas une vérité nouvelle. Moi, j'aime beaucoup la citation d'Henry Ford. Elle date pas d'aujourd'hui et c'est dire que lui-même, de son temps, avait su déceler l'importance finalement d'une réputation et l'importance d'une marque, puisqu'il avait dit que les deux choses les plus importantes pour une entreprise finalement n'apparaissaient pas dans son bilan. Et c'est la réputation et les hommes, enfin les hommes dans le sens capital humain. Et c'est très vrai, c'est quelque chose de très vrai et d'encore plus vrai aujourd'hui. On sait encore plus aujourd'hui qu'une marque, c'est bien plus qu'un logo, c'est bien plus qu'un nom, c'est bien plus qu'un univers graphique et c'est malheureusement souvent réduit à cela. Elle incarne finalement toute l'entreprise. Une marque, c'est le reflet d'une entreprise, c'est le reflet d'une promesse que fait l'entreprise à ses différents publics, qu'ils soient clients, qu'ils soient collaborateurs, candidats potentiels, communautés, riverains, etc. Et donc, c'est un outil, un levier stratégique pour une entreprise. Et c'est pour ça que je suis parfois étonnée, effectivement, du gap et du décalage qui peut exister entre finalement cet asset, cet actif qui est extrêmement important, qui est crucial, qui est stratégique,
et la manière dont on peut piloter les achats de manière générale au service de ce capital-là. Et c'est peut-être le premier point de vigilance et la première recommandation que j'adresserai aux acheteurs, c'est que vous achetez quelque chose d'extrêmement sensible. C'est peut-être l'un des achats les plus stratégiques que vous aurez à faire sur l'année quand vous recrutez un partenaire, un fournisseur, quel que soit son scope d'intervention, mais qui agit finalement, qui va avoir un impact sur votre marque. Faites attention, je veux dire, c'est crucial. Et il n'y a pas de reproche finalement, il n'y a pas de reproche induit dans ma remarque, c'est tout simplement, je pense souvent par méconnaissance, parce que je sais que dans la plupart des entreprises, ce concept de marque n'est pas compris ou n'est pas suffisamment installé, et cette prise de conscience n'est pas en tout cas faite de manière uniforme au sein de l'entreprise. Donc c'est un actif qui est stratégique, il faut acheter en connaissance de cause. Et quand on parle d'achat, effectivement, l'achat doit se faire de manière responsable. J'aime bien ce terme responsable parce qu'encore une fois, il intègre un certain nombre de notions. Responsable parce qu'effectivement, oui, vous devez jouer votre rôle en tant qu'acheteur. Bien sûr qu'il faut acheter au bon prix. Ça, c'est évident. Je veux dire, c'est ce que disait Magid, cheaper, bien sûr qu'il faut acheter au meilleur prix. Mais encore une fois, on n'est pas dans le superlatif. On ne doit pas acheter au moindre prix. Et c'est souvent, malheureusement, la logique de moins 10 ans qui prévaut encore trop largement, en tout cas au Maroc, alors qu'il faut plutôt acheter au meilleur prix et rapporter ça surtout à une prestation. Et là encore, dans l'enveloppe de la prestation, il y a plein de dimensions qu'il faut intégrer. Il y a effectivement l'expertise qu'il faut pouvoir déceler, qu'il faut pouvoir évaluer. Mais il n'y a pas que l'expertise, il y a aussi les soft skills. Et ça, souvent, on ne prend pas suffisamment le temps d'aller évaluer son agence partenaire sur la base de la relation qu'on va pouvoir construire avec elle. Et on le sait, finalement, la première cause d'échec d'une relation entre une agence et une entreprise, c'est souvent le quotidien, c'est souvent la manière dont on va se gérer, dont on va collaborer au quotidien. Donc, si derrière, il n'y a pas les soft skills qu'il faut, il n'y a pas les équipes qu'il faut, parce que c'est un mariage. Moi, j'aime beaucoup la métaphore du mariage. Même si c'est un mariage courte durée, mais on est quand même fiancé pour 2 ans, on est marié pour 2 ans. Et donc, finalement, on doit choisir son agence comme on choisirait son partenaire de vie, parce qu'il va réellement vous accompagner au quotidien pendant cette période. Et donc, il faut en prendre le plus grand soin, ça c'est important. C'est ça qu'il faut acheter responsable. Donc, gratter au début de la relation n'apportera pas grand-chose derrière. Est-ce que demain, il va pouvoir délivrer la prestation dans les meilleures conditions? Est-ce que demain, il sera suffisamment motivé? Est-ce qu'il est partie prenante de vos objectifs? Est-ce qu'il est challengé? Donc voilà, finalement, il faut pouvoir injecter ces leviers d'engagement et pouvoir mobiliser son partenaire de la meilleure manière possible. Rester vigilant sur les prix, forcément, ça c'est votre boulot, vous savez le faire, mais surtout l'engager, lui donner des raisons de se mobiliser, le motiver, venir vérifier que la performance est au rendez-vous, donner des success fees. Moi, je trouve que c'est un levier qui est extraordinaire, qui n'est pas suffisamment appliqué encore une fois. Voilà, pas mal de solutions qui existent, mais finalement qui ne peuvent se construire que s'il y a un dialogue. C'est pour ça que ça paraît évident, mais communiquez avec vos agences, prenez le temps de les connaître. Moi, j'aime beaucoup l'idée des chemistry meetings. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est des réunions qui devraient être organisées en phase de compétition, en phase d'appel d'offres, tout simplement pour rencontrer les agences. J'ai connu des directeurs achats qui avaient refusé de rencontrer les agences. Bon, c'est une aberration. Il faut les voir, il faut voir qui est derrière cette marque, qui va vous accompagner au quotidien, demander, exiger à voir les équipes, poser des questions, prenez le temps de comprendre le métier. Et finalement, c'est ça qui va créer l'alchimie. Je reviens sur le terme de magie qu'a utilisé Magid. Pour le coup, c'est vraiment le bon terme. Il y a quelque chose de magique qui peut se produire quand on choisit le bon partenaire, qu'on a mis les bons ingrédients. Voilà, il y a une alchimie qui se crée et c'est ça qui va porter votre marque demain. Donc voilà, il y a un enjeu qui est extraordinaire. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette unique. Chacun doit la trouver, mais ça passe forcément par de la communication. Ça paraît assez basique, mais c'est encore une fois le b.a.-ba de toute relation durable, pérenne, d'une relation à succès. Alors, c'est peut-être ça on va dire, qui grince un petit peu,
c'est de dire il y aura une alchimie, il y aura de la magie. Les achats, c'est quand même des process, des choses auxquelles on doit. Voilà. Donc c'est là où il faut, Maria, qu'on puisse proposer peut-être un process qui processe cette alchimie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire. Peut-être mettre en place des grilles, des choses comme ça. En revanche, c'est vrai que souvent les directeurs achats, pour des questions certainement de, je ne sais pas moi, d'éthique ou on va dire de déontologie, ne veulent pas rencontrer leurs prestataires avant que le marché soit conclu. Mais, comme dit Maria, c'est quand même indispensable. Alors, Maria, l'écho que vous avez, vous, parce que là, on est au Maroc, on est en train de parler à des directeurs achats marocains, on est sur notre marché. Vous avez les remontées de l'UACC. Pouvez-vous faire un petit retour d'expérience rapidement sur justement cette relation entre les agences et les directions achats des différentes entités? Vous pouvez aussi parler de tout ce qui est appel d'offres publics qui sont aussi cauchemardesques pour les agences que nous sommes. Ben enfin, j'ai un peu distillé des éléments de constat dans mon pitch, en tout cas je l'espère. Finalement, c'est souvent des relations qui sont teintées d'incompréhension. Il y a souvent un gap qui est dû au fait qu'on ne communique pas suffisamment. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec toi, Yasmina, c'est que franchement, la plupart du temps, quand on finit par rencontrer des acheteurs, c'est des gens très bien. C'est des gens Oui, qui oui, oui, c'est parce que comprennent, qui prennent le j'ai temps pas de, dit le contraire. qui sont pas des machines à process, c'est des humains. Avant tout, on est tous humains, on est sensibles finalement au même levier. Mais en fait, il faut juste qu'on les rencontre et on arrive à les convaincre, on arrive à leur expliquer que ben voilà, on n'achète pas finalement du jour homme ou un livrable créatif comme on achèterait des kilos de fer de rond à béton. Donc je cite un exemple que je connais. Mais franchement, quand le discours finalement est possible, quand il s'installe, on arrive vraiment à trouver un terrain d'entente. Mais souvent, on les a pas en frontline. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas en contact avec eux. Et les seules prises de contact qu'on a, c'est des emails, des dossiers à remplir, des dossiers à déposer. Et quand on demande des réunions, bah, c'est pas prévu dans le process. Et je ne vois pas le lien avec l'équité. Parce que si on rencontre tout le monde, c'est équitable. D'en rencontrer quelques-uns et pas tous, effectivement, ça pourrait être teinté ça pourrait être perçu comme un manque d'équité. Mais si on rencontre toutes les agences qui sont consultées, franchement, je vois pas où est le souci d'équité. Parce qu'encore une fois, le lien, la relation, les soft skills sont un élément essentiel qu'on va devoir acheter aussi et évaluer aussi. Et by the Voilà, way, il y a des grilles de scoring tout aussi. à fait. Oui, tout à fait. Il y a des grilles de scoring qui existent, donc on peut être dans le process, hein, c'est pas incompatible. On a Justement, beau être créatif, on n'est pas des artistes non plus. exactement. C'est justement ça, Maria. C'est-à-dire, est-ce que on peut imaginer des grilles de scoring qui puissent faire rentrer cette idée d'alchimie? Nous, on est des créatifs, donc, mais des grilles de scoring qui puissent les protéger. Alors, j'ai été contrôleuse interne dans une autre vie et je sais que vraiment l'essentiel des procédures de contrôle interne porte sur ce fameux département achat. Donc, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais on va dire qu'ils ont une très grande pression par rapport à tous les autres départements. Et donc, oui, l'idée d'une grille de scoring est excellente, Maria. Est-ce qu'on peut espérer que l'UACC puisse se rapprocher justement de la fédération des achats pour pouvoir mettre en place cette grille de scoring? Est-ce qu'on peut sortir avec ça, Maria? Elle existe déjà. Elle existe déjà. Je voudrais saluer d'ailleurs l'AACC, qui est l'association de référence en France, et qui a justement édité cette grille-là et qui ne fait qu'évaluer le volet soft skills. Donc oui, elle existe et moi je serais très heureuse de pouvoir la partager dans les meilleurs délais. Ah bah très bien. Voilà, bah c'est super. Si on sort avec quelque chose comme ça de ce panel et puis de cette conférence, on ne peut être que ravis. Merci beaucoup, Maria. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis cette intervention. Alors, last but not least, we have with us Amanda. Amanda. Hello. Bonjour. Hi, Amanda. Bonjour. Bonjour. En français ou en anglais? Anglais. Anglais. Okay. So I will try. Hein? Alors, thank you for being with us, Amanda. I don't know the time in which region you are in the US. It's 4:30 a.m. Okay.
Oh, so thank you very much. It's a real pleasure to have you here. And vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Amanda, vous êtes Chief Shimmer Officer de la Global Women Procurement Professionals. Alors déjà, first, the question, what is a Chief Shimmer? Shimmer, what is shimmer? Shimmer is glitter, shiny, sharing your light with others. Okay. So a little story behind that. Our mascot for GWPP is a hummingbird. And hummingbirds are beautiful creatures. There's about 350 of them throughout the world, different species. And they're small, powerful, beautiful. But a group of hummingbirds is called a shimmer. So I happen to lead the first ever global women's procurement organization. And our mission is to bring all of the beautiful women throughout the world who work in our profession together so that we can shimmer together. Okay, it's a great title and a great idea. Thank you very much, Amanda. So the subject that that we will talk about now is about gender equality, as gender equality participates to the positive impact of the company, especially after this year of 2020, where the gender equality was a great subject, where women were at home and working and making all things, work, home, children, all things. So it's very important now, since this year, we talk a lot about gender equality. So do you think that we have to put this question of the gender equality in procurement? What is in stake in this question? Yeah, so I would like to start off with an example. Think of yourself as leading a symphony. Each procurement leader has the opportunity to build out a beautiful orchestra of different people within your organizations. You would not want a symphony full of flutes or a symphony full of drums. You need a wide, diverse spectrum of people within your team so you can build beautiful music together with that symphony. So you want people who have diverse gender backgrounds, diverse experiences, different ages, different, maybe pulling in people from different parts of the organization so that procurement can really serve the communities that we operate in, which are diverse, and serve our stakeholders effectively. So the way that we do that is we look for those people who can add the value and perspective that our communities and our stakeholders have. Now, I always focus on procurement. You know, sometimes people think of procurement as cost savings focused or budget management folks, but what I like to think about is really how we creatively problem solve and add value to the organizations that we serve. So the more diversity you have, let's just say from women, we did go through a lot this year. We've gained a lot of perspective through those experiences. And now we can bring that to procurement and help solve the problems that we're facing each and every day. That could be, how do we bring in new sources of supply? How do we look at driving sustainable growth within our organizations and bring in sustainable products? It could also be other opportunities that our stakeholders are looking to drive forward. We are essentially a problem-solving organization, and without that diverse perspective, it limits us in our ability to do that.
Okay, thank you very much, Amanda. We are glad to know that there is an organization, especially for women in procurement. We have some women with us here, and maybe they will join your organization. Is it open for Moroccan people? Yes. Yes, it is a truly global organization. You can look us up and join our group on LinkedIn. We have about 4,500 members from across the globe, including 16% men. So men are more than welcome to join us too. We know that we need their diverse perspective to make sure that we can be successful moving forward too. Okay. So maybe after this meeting, Mariam will send your coordonnées and the link to the social medias to all the participants. And the second question, it's a little bit more specific, Amanda. Do you think that companies have to make to put quota to select the right question. Should we reserve a quota for women entrepreneurs in the purchasing process as we do for other functions? Now we say that we have to make a quota for comité de direction, for conseil d'administration. Maybe can we integrate this in the purchasing process to say, for example, if a procurement department receive some offers, they say, so we have to select mandatory one woman or two or three. What do you think about that? So I believe that when you're looking at sources of supply and there are women-owned organizations, we should absolutely have goals around where we're spending our money within our communities. Just like I said, within our own organizations, we need to have that diversity of perspective and the diversity of innovation coming in through our supply base. So that we can add value into our organization. So women-owned suppliers, no matter if they're large or if they're small, they bring that unique perspective to the table. I will say, as being a women-led, women-owned supplier myself, I would say that we're also very agile. We bring those innovative solutions, and it is worthwhile to investigate and put goals in place to spend your money wisely with women and other diverse owned businesses. Now, I will say on the internally hiring side, I feel very similarly. So if we as procurement leaders aren't looking at setting goals around how we're hiring diverse talent within our teams, then we're missing out. And we have to raise the bar further so that we clearly have goals in place around how we're hiring our talent. Don't wait for anyone else to tell you what that quota should be. I know there's a lot of governments who are looking at it, but I think we are all leaders in our profession, and we should be setting the bar and not waiting for other people to tell us what it is. So that's really truly how I feel. Put those goals in place as an organization, as procurement leaders, and how you're hiring, and then how you are sourcing your dollars each and every day with diverse-owned businesses. Okay, so not really for quota, but for goals, inclusive goals. Especially here in Morocco, the women entrepreneurship is a little bit difficult, but I think it's like in all over the world. So thank you very much, Amanda. It was clear. Thank you very much to be with us at this hour in the United States. Ce qu'on retient de ce panel, ce brillant panel, ce panel international, donc c'est qu'aujourd'hui, il faut établir le dialogue
entre les achats, le marketing et les agences. Il y a une triangulaire aujourd'hui vraiment à établir, tout en respectant bien sûr les contraintes des uns et des autres. Nous comprenons parfaitement aujourd'hui que les achats ont une réglementation, ont des processus qu'ils doivent respecter en fonction des organisations dans lesquelles ils sont. Nous comprenons le besoin d'éthique, le besoin on va dire, d'être conforme, de conformité, c'était le mot que je cherchais. Mais aujourd'hui, la population marketing et communication est une population, on va dire, un petit peu à part. Majid a parlé de liberté, on a tous parlé un petit peu de ce côté créatif, et de soft skills, comme l'a dit à bon escient Maria. Il faut qu'on arrive à établir ce dialogue. Donc, ce serait très bien, comme on l'a dit, si l'UACC arrivait à mettre en place avec l'AAC, pardon, justement cette grille pour mesurer les soft skills et avancer. Et bien sûr, on a posé aussi la question du gender equality parce que aujourd'hui, c'est un enjeu important. Comme je l'ai dit, on sort de 2020. Là, on vient de passer le 8 mars. On voit maintenant déjà une prise de conscience que le 8 mars n'est pas une journée de la femme, mais est une journée des droits de la femme. Et donc, ça a beaucoup plus parlé de gender equality, d'accéder au conseil d'administration, aux directions. Donc, on a abordé également ce sujet avec Amanda. Un grand merci à nos panélistes. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous restez avec nous. Nous avons peut-être des questions dans la salle. Justement, Yasmina Belhassen, merci. Merci encore aux intervenants. Des questions dans l'audience, si vous avez... Allez-y, je vous en prie. Présentez-vous d'abord et puis en même temps, posez la question. Bonjour à tous, Younes Zawal, je suis directeur général de Teams Consulting. Je suis le partenaire de Jagger au Maroc et en Afrique francophone. Je vais me faire l'avocat du diable. Je vais défendre les acheteurs. En fait, on veut vous entendre. Voilà, parce qu'en fait, c'était très, très intéressant. Ça se voit qu'il y a un peu de divergence sur l'interprétation de comment sont gérés certains achats. Il n'y a pas que le marketing. Hein. Tout à l'heure, ça a parlé de l'achat d'innovation, la relation avec les startups. C'est vraiment pas une particularité marketing et communication. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire la plupart, ne savent pas acheter agile, ne savent pas acheter de l'innovation. On est sur des process un peu contraignants. Mais c'est surtout pas une relation d'humain, en fait. Il faut se comprendre, c'est qu'en fait, il y a trois composantes. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a un vrai problème organisationnel. C'est qu'aujourd'hui, les départements achats sont organisés selon des portefeuilles assez généralistes et on n'est pas dans l'expertise. Donc, si vous prenez, je peux vous donner des organisations aujourd'hui où l'acheteur est un expert marketing et qui vient du monde du marketing et de la com. Peut-être Majid tout à l'heure, apparemment, il était acheteur. Je pense que s'il pouvait témoigner, dire comment lui, il achetait, quelle relation il avait avec les prestataires de type agence de com et marketing, ça serait enrichissant parce qu'il a fait les deux. Je pourrais vous donner un retour d'expérience sur ça. Le deuxième, c'est un problème de process. Beaucoup d'entreprises, plutôt département organisation, ils sont un peu dans l'industrialisation du process, c'est-à-dire ils vont définir un processus et il doit couvrir toutes les typologies, toutes les natures d'achat. Ça ne peut pas fonctionner. On n'achète pas du marketing comme on achète une prestation d'architecture et on n'achète pas une prestation d'architecture comme on achète de la fourniture ou de la pièce de rechange. Donc là, il y a un vrai problème, c'est qu'il faut que les process soient par typologie d'achat. Et la solution répond à ça, en quelque sorte. C'est qu'aujourd'hui, il y a des concepts, malheureusement, le Maroc n'est pas très mature là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on voit en Europe des choses comme le catégorie manager. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir des catégories achats et sur chaque catégorie achat, on va avoir des spécificités pour effectivement répondre à cette notion-là de soft skills, de créativité et ainsi de suite. Troisième problème, c'est un problème RH. C'est qu'aujourd'hui, si c'est toujours le débat, est-ce que je dois avoir un acheteur généraliste, un acheteur juriste pour répondre au marché public ou avoir un acheteur spécialiste? Donc, je pense que la meilleure casquette, c'est d'avoir en fonction des catégories, avoir des acheteurs génériques qui vont faire des choses qui peuvent être traités de façon, on va dire, industrielle et avoir des spécialistes. Je suis désolé, je prends le cas d'OCP aujourd'hui pour acheter un pipeline. Il n'y avait pas un acheteur générique pour acheter du pipeline. Hein. Il y avait des bureaux d'études, des cabinets spécialisés pour apporter cette expertise-là. Et c'est une des solutions pour acheter du marketing aujourd'hui, c'est d'avoir un acheteur qui comprend ce monde-là. Maintenant, le revers de la médaille, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'ai vu des organisations achats qui ont donné la main au département marketing de leurs entreprises
Et ça, c'est des audits réels, hein. Attention aussi de ne pas tomber dans la facilité. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas travailler avec cette agence-là parce que je me sens à l'aise. Le process doit être éthique et équitable. Je ne choisis pas en fonction de mon humeur et de comment je me sens. Moi, je dois choisir en fonction de critères tangibles, une grille d'évaluation claire, éthique et équitable. Et ce qu'on me remarque, après je fais un petit reproche au département marketing et communication de certaines entreprises marocaines, c'est que parfois on tombe dans la facilité, on tombe dans le saucissonnage. Donc je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui a un seuil à 80 000, moins de 80 000. Il est géré par les départements, plus de 80 000 par les achats. Ben, quand j'audite, C'est la majorité. Voilà, Oui. je trouve beaucoup de saucissonnage. Donc, moi, département marketing et achat, je vais avoir un appel d'offres à 240 000 dirhams pour ne pas passer par les achats. Je vais le saucissonner en trois. Donc, attention aussi au travers un peu du process. Le process, il doit protéger tout le monde. C'est vrai que les achats, ils ont une réputation un peu sulfureuse dans les organisations. Ils ont beaucoup de contrôles et d'audits qui viennent les auditer. Donc, mais par contre, pour les protéger, je pense que la meilleure façon, ça c'est du business pour moi, c'est de les accompagner en advisory. C'est qu'aujourd'hui, les processus existent, les grilles existent. Il faut juste commander de la mission et les mettre en place. Donc voilà. Bien, merci pour votre intervention. Yasmina, tu veux réagir peut-être? Je voulais donner la parole à Maria parce que monsieur a dit non, ça peut pas être juste parce qu'on est à l'aise. Et Maria a abordé justement ce sujet. Maria, est-ce que vous auriez un avis à donner sur ce qu'a dit Je le monsieur? rejoins, bien sûr qu'il faut un process équitable, bien sûr qu'il faut des bases objectives. On n'est pas, effectivement, on va pas céder à la tentation du sex appeal de l'agence qu'on a en face. Et c'est évident qu'effectivement, certains préfèrent rester dans leur zone de confort, choisir l'agence avec qui ils sont potes. Bien entendu, je ne cautionne pas ce type de pratique. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut sélectionner sur des bases objectives, des bases équitables, les mêmes pour tous, mais qu'il faut forcément intégrer dans cette équation d'évaluation, intégrer cette dimension relationnelle et qui, encore une fois, va être scorée. Donc, on aura une base objective pour pouvoir la scorer. Et effectivement, je le rejoins aussi sur le fait que l'expertise existe. On a souvent affaire à des acheteurs qui n'ont pas forcément une expertise métier. Il y a aussi des missions de maîtrise d'ouvrage qui peuvent être achetées. On a accompagné certains de nos clients pour choisir une agence sur un scope précis. Et c'est quelque chose, c'est une pratique qui est tout à fait qui est à recommander parce que finalement, on intègre dans notre équipe d'achat des gens qui maîtrisent complètement le métier, qui sont capables de décoder peut-être des choses qu'eux-mêmes ne pourront pas faire. Mais encore une fois, tout cela dans un process objectif, avec des critères qui seront précisés en amont et d'ailleurs communiqués aux agences, ce qui n'est pas toujours fait. Ça, c'est quelque chose sur lequel aussi j'insiste. Il faut communiquer sur les critères d'évaluation. Les agences doivent savoir sur quels critères elles sont évaluées. Et c'est pour moi aussi un signe de transparence. Je voudrais aussi ajouter qu'à l'UACC, nous récompensons les acheteurs responsables. Donc, il y a un trophée qu'on a lancé il y a 2 ans qui s'appelle The Good Pitch et qui est décerné chaque année aux annonceurs qui ont vraiment suivi l'ensemble des critères qui ont été définis et communiqués de transparence, d'équité, de responsabilité dans la sélection de leur agence partenaire. Moi, je pense que c'est vraiment, il faut les montrer en exemple, ces acheteurs, et il y en a, la preuve, les trophées sont décernés chaque année, et qui font l'effort justement de communiquer sur ces critères-là, de pouvoir donner en fin de parcours une réponse à l'ensemble des agences qui ont fait l'effort de participer, parce qu'on n'a pas toujours de réponse en fin de process, de leur dire pourquoi ils n'ont pas été retenus, et puis surtout, certains rémunèrent même ces compétitions quand elles demandent beaucoup de choses, quand il y a beaucoup de prestations en jeu, et c'est un travail intellectuel, certains annonceurs font aussi l'effort de rémunérer ces compétitions pour ne pas léser tout le temps qui a été investi dans cet appel d'offres. Donc voilà, il y a des acheteurs responsables, je tiens à vous rassurer. Il faut les montrer en exemple. Il y a un trophée qui est décerné pour ça. Et bien sûr, objectivité, équité, transparence, responsabilité, ça c'est effectivement des valeurs sur lesquelles il faut insister. Merci de l'avoir fait. Merci Maria. Majid, avez-vous une réaction sur la question de monsieur qui a parlé notamment d'avoir des acheteurs experts, de catégoriser les achats?
Magid? Alors, sur ce sujet, une très bonne question, très pertinente. Je vais passer en anglais pour la réponse. Absolutely agree. And you always need to strike the right balance between expertise and generalism. So it's a word of both. I absolutely agree also with the fact that you cannot use one for the other. In some industries, and when we're talking about marketing, we always need to keep in mind we're talking about actually hundreds of sub-industries. The creative, production, digital, e-commerce, in-store material, and so on and so forth are completely different words. So it's very challenging for any company out there to have experts that span across all those industries. But you need to be choiceful and prioritize things. So maybe you have within your organization, depending on your key consumer, on your target audiences, and on the countries where you operate, experts in certain fields like media, digital, e-commerce, or creative, and generalists in others. Pour conclure, la question est très pertinente et excellente. Je pense qu'il faut toujours l'approcher avec de la nuance et dans le meilleur des cas, avec une approche qui aide à faire les deux choses. Le généralisme du marketing est important pour l'intégration des communications, des plans de communication des marques, et il faut définitivement des généralistes qui puissent connecter toutes ces industries, depuis le digital vers la communication en magasin, vers la communication télévisée. Et il faut aussi des experts qui permettent vraiment de comprendre chaque cœur de métier, de comprendre la création de valeur et la value chain pour chacune de ces expertises et qui puissent traduire ensuite entre le marketing et les prestataires de services. Merci beaucoup, merci Magid. Amanda, juste aussi maybe an answer about what he says. He was talking about making some to put some specialist expert to communicate with some kind of suppliers, especially in communication. Because it's a different way to approach them. So are you agree with this idea to have specialist people in a procurement department? What do you think about? So thank you for translating in English. I truly appreciate it. So I think there needs to be a combination of both. I think you need to have generalists, and the generalists who you bring into the organization, the softer skills, their communication skills, how they relate to others, build trusted relationships is critically important, because those generalists are going to be needed to be moved across the organization into different categories. So they need to have that agility with their learning and how they're engaging. Now, there will be a need for specialists. Like I come out of the consumer packaged goods, the food industry, where you have corn buyers and sugar buyers, and those resources need to be highly specialized, because it's a very specific category that needs that detailed knowledge and detailed interaction with the suppliers. So I think you need a combination of both. Just like I was saying earlier, that's an aspect of building that symphony, where you need to have people that can play several instruments and people who are really, really good at one instrument. And that's what makes a high-performing team. Okay, thank you very much, Amanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmina. Merci aux interventions de l'audience. En tout cas, voilà, c'est fini pour cette matinée de l'Africa Procurement Leaders, APL 2021. Et l'après-midi s'annonce riche. Je peux déjà vous annoncer qu'à partir de 14h15, nous nous retrouvons après le lunch break pour le panel « Quel talent et style de leadership pour les responsables achats ».
Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Sinon, je réponds aussi à la question du sondage qu'on a institué ce matin, si on peut l'envoyer sur nos écrans. Pensez-vous que le CPO peut contribuer au design d'un impact positif de son entreprise? Eh bien, la réponse est oui à 93%. Oui à la question du sondage. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h15 pour le prochain panel. Merci.